La source la plus riche d'acides gras oméga 3 sur Terre n'est pas le saumon, ni l'huile de poisson, ni les graines de lin, ni le chia, ni aucun complément de pharmacie. C'est une plante dont l'huile de graine est composée de 64% d'oméga 3 en poids. Une plante qui se réensemence si agressivement qu'une seule plantation nourrit une famille pendant des générations. Une plante que 500 millions de personnes consomment chaque semaine en Asie. Utilisée comme nourriture, médicaments et huile de lampe depuis des siècles. En Amérique, nous la pulvérisons avec de l'herbicide et nous l'appelons une mauvaise herbe. Ce n'est pas un accident. Le 19 février 1942, le président Franklin Roosevelt a signé le décret 9066. En 6 jours, 120 000 personnes ont reçu des avis. Ils avaient moins d'une semaine pour emballer une vie dans ce qu'ils pouvaient emporter. Des fermes évaluées à 72 millions de dollars ont été vendues pour des centimes, ou simplement abandonnées. Les récoltes encore en terre ont été saisies par des étrangers dès la récolte. Parmi ces fermes se trouvaient les potagers de familles nippo-américaines qui cultivaient cette plante depuis 30 ans sur le sol américain. Une plante que leurs grands-mères avaient cultivée pour se nourrir, se soigner et s'éclairer. Lorsque les familles sont rentrées chez elles après la guerre, brisées et repartant de zéro, elles ne l'ont plus replantée. Le marché avait disparu. Les acheteurs ne savaient pas ce que c'était. La connaissance avait été emprisonnée avec les personnes qui la détenaient. Aujourd'hui, les Américains dépensent 7,68 milliards de dollars chaque année en complément d'oméga 3. La majeure partie de cet argent sert à acheter de l'huile de poisson. Pendant ce temps, cette plante pousse librement dans presque toutes les zones climatiques, ne demande rien en retour et surpasse tous les produits de cette industrie de plusieurs milliards de dollars. Nous ne la cultivons pas, nous ne la mangeons pas, on nous a appris à la tuer. L'histoire commence dans les montagnes du sud de la Chine, vers 500 de notre ère. Un médecin nommé Tao Hongjing a compilé les archives supplémentaires de médecins renommés, la pharmacopée chinoise la plus complète de son époque. Parmi les herbes qu'il a recensées, il y en a une appelée Sisu, ou raviveur violet. Il l'a répertoriée comme traitement des affections respiratoires, notant qu'elle nettoie le sang et calme l'estomac. Cette plante était cultivée dans toute la Chine depuis au moins 400 ans, avant qu'il n'écrive sa première ligne. Elle avait déjà traversé la mer vers le Japon au 7e siècle, où, pendant la période Edo, de 1603 à 1868, les agriculteurs la cultivaient sur 90% de toutes les terres cultivées. Ils utilisaient les feuilles comme médicaments. Ils pressaient les graines pour en extraire de l'huile, éclairant leur maison avant l'électricité. Les poissonniers japonais plaçaient ces feuilles sous le poisson cru, non pas pour la décoration, mais parce que les composés antibactériens empêchaient sa détérioration. Les cuisiniers l'ont compris des siècles avant que la science ne le confirme. Au Japon, le mot pour désigner cette plante est shiso. En Chine, sisu, en Corée, cayenne. En Inde, periya, 4 noms pour la même plante. En 1991, des chercheurs de l'Institut national indien de nutrition ont analysé l'huile de graines de periya. Les résultats ont été discrètement publiés dans une revue scientifique et presque nulle part ailleurs. La concentration d'acide alpha-linolénique était de 54 à 64%. C'est la concentration d'acide gras oméga 3 la plus élevée jamais enregistrée chez une espèce végétale. Elle est supérieure aux graines de lin que l'industrie commercialise à des prix élevés. Elle est supérieure au chia et supérieure à tout produit à base d'huile de poisson sur les étagères de votre pharmacie. L'huile de graines de periya possède également le rapport acide gras oméga 3, oméga 6 le plus élevé de toutes les huiles de graines connues, soit 6,1. C'est important car le régime occidental moderne se rapproche davantage de 15 dans la mauvaise direction. Riche en oméga 6 et pauvre en oméga 3. Il s'agit d'un déséquilibre dangereux que les chercheurs de la Harvard Medical School ont lié à une augmentation de l'inflammation
et des maladies cardiovasculaires. La plante contient également de l'acide rosmarinique. La périlla en contient plus que le romarin, plus que le basilic et plus que l'origan. En 2004, un essai clinique publié dans les Annals of Allergy, Asthma and Immunology a montré que des chercheurs japonais administraient de l'extrait de périlla à des patients souffrant d'allergies saisonnières. Le groupe traité a signalé 50% de symptômes en moins, provenant non pas d'un médicament, mais d'une plante. En 2017, des chercheurs coréens ont documenté que les oméga-3 de l'huile de périlla traversaient la barrière hémato-encéphalique, protégeant ainsi les neurones du stress oxydatif. En 2024, une équipe étudiant la maladie de Parkinson a découvert que la périlla pressée à froid stimulait le microbiote intestinal bénéfique via l'axe intestin-cerveau, l'une des frontières les plus prometteuses des neurosciences modernes. La plante le faisait discrètement depuis un millénaire, tandis que la médecine occidentale détournait le regard. Ces études proviennent de centres de recherche gouvernementaux et d'hôpitaux médicaux asiatiques. Elles ont été publiées dans des revues dont les principales bases de données occidentales ont systématiquement sous-indexé les articles jusqu'au début des années 2000. Cela a créé une archive ancienne de connaissances cliniques, pratiquement invisible pour les médecins qui prescrivent des capsules d'huile de poisson tous les matins. Alors, qui a décidé quels nutriments valèrent la peine d'être étudiés? En 1971, une étude menée auprès des Inuits du Groenland a montré que les populations consommant d'énormes quantités de graisse avaient des taux de maladies cardiovasculaires considérablement plus faibles. Les chercheurs ont identifié les oméga-3 comme étant le mécanisme de protection. La consommation de poisson était l'explication. L'huile de poisson était la réponse. En 1980, une industrie était née. Aujourd'hui, l'huile de poisson représente 61% de la part du marché mondial des oméga-3. Transformation, extraction, encapsulation et transport frigorifique. Chaque étape crée une barrière à l'entrée. Chaque barrière protège une marge bénéficiaire. PubMed répertorie plus de 15 000 études sur l'huile de poisson et les oméga-3. Si vous recherchez l'huile de périlla, vous n'en trouverez que 400. Ce n'est pas parce que l'huile de poisson fonctionne mieux, c'est parce que l'huile de poisson est financée. La périlla ne peut pas être brevetée. Ses graines ne peuvent pas être stérilisées. Son huile ne peut pas être extraite avec une technologie exclusive qui génère des revenus de licence. Une famille peut presser des graines de périlla avec un outil manuel acheté pour moins de 100$ et produire l'approvisionnement d'une année en huile d'oméga-3 en un seul après-midi. C'est cette arithmétique qui explique l'absence de recherche. La suppression de la périlla en Amérique n'était pas seulement une question de financement de la recherche, elle était plus directe. Dans les années 1930, les familles d'agriculteurs nippo-américains de la vallée centrale de Californie étaient discrètement devenues la force agricole la plus productive de la côte ouest. Ils produisaient 40% des légumes commerciaux de Californie. Par acre, leur ferme valait 279$ contre une moyenne de 37$ pour l'État. Ils ont transformé des terres marginales en fermes les plus productives d'Amérique. Parmi ces fermes, il y avait des jardins familiaux où la périlla poussait. Les graines étaient conservées chaque automne. L'huile était pressée en hiver. Les feuilles étaient consommées fraîches tout au long de l'été. Il s'agissait d'une pratique ancestrale discrètement maintenue dans un nouveau pays. Puis Pearl Harbor s'est produit. Quelques heures après l'attaque, Austin Hanson, secrétaire administratif de la Salinas Vegetable Grower Shipper Association, a pris le train pour Washington. Il faisait pression pour l'expulsion des agriculteurs nippo-américains depuis les années 1920. Il avait maintenant une audience réceptive. Il a déclaré au Saturday Evening Post, en mai 1942, que la vraie question était de savoir si les agriculteurs blancs vivraient sur la côte Pacifique ou les Japonais. Des décennies de lobbying d'entreprises organisées avaient enfin trouvé leur heure politique. Lorsque le décret 9066 a été signé,
la War Relocation Authority a supervisé le transfert de 120 000 personnes vers des camps de concentration. À la fin de l'année, le secrétaire administratif de la Western Growers Protective Association a signalé que le transfert avait entraîné des bénéfices considérables pour les producteurs blancs. Les fermes qui avaient été saisies par le lobbying ont été acquises par les mêmes organisations qui avaient exigé l'évacuation. En 1960, le nombre d'agriculteurs nippo-américains était tombé à un quart de sa présence d'avant-guerre. Les connaissances qu'ils détenaient ne sont pas revenues avec eux. Reconstruire la pratique agricole d'une génération n'était pas possible. Beaucoup ont déménagé dans les villes. Les jardins de périlla ne sont pas revenus, mais la plante a continué à pousser. Elle s'est échappée de la culture et s'est répandue dans les fossés et les sols perturbés de tout l'Est des États-Unis. Elle apparaît maintenant dans les bulletins de vulgarisation agricole comme une mauvaise herbe envahissante. Dans l'arrière-cour de l'Amérique, une tradition alimentaire et médicinale ancienne a été reclassée comme une nuisance. Les entreprises d'herbicides vendent maintenant des produits spécialement formulés pour la tuer. Pourtant, 500 millions de personnes mangent encore de la périlla chaque semaine en Asie. Ils l'enveloppent dans de la viande grillée, la font mariner avec de l'ail et de la sauce soja. Ils pressent les graines pour en extraire de l'huile. Ils n'ont pas oublié. Une portion de 100 grammes de feuilles fraîches de périlla fournit 3,9 grammes de protéines, soit plus que les épinards ou le chou frisé. Elle fournit 230 mg de calcium, 1,7 mg de fer et 55 520 unités internationales de vitamine A. Les graines sont la véritable infrastructure. Elles contiennent 35 à 45 % d'huile en pois, dont 54 à 64 % sont constitués du même acide gras oméga 3 que l'industrie des compléments alimentaires vous vend dans des capsules de gélatine pour quelques dollars le flacon. La plante pousse dans les zones USDA 2 à 11, couvrant pratiquement l'ensemble des États-Unis continentaux. Elle prospère dans les sols pauvres et tolère la sécheresse. Elle se réensemence avec une férocité qui s'apparente plus à la résilience qu'au jardinage. Une seule plante produit de 1000 à 4000 graines et 85 % de ces graines germent. Elle reste viable dans le sol pendant 5 ans ou plus. Les villages agricoles coréens ont documenté les mêmes parcelles de périlla, poussant dans le même sol depuis 10 générations sans être replantées. Une décision d'un ancêtre nourrit les descendants pendant des siècles. Pour la cultiver maintenant, faites tremper les graines dans l'eau pendant 24 heures avant de les planter. Semez-les directement à la surface du sol ou dans n'importe quel terreau de base. Elles ont besoin de lumière pour germer, alors ne les enterrez pas. Les semis émergent en 7 à 21 jours. Après le premier mois, la plante s'adapte aux précipitations locales et ne nécessite presque plus d'attention. Récoltez les feuilles tout au long de l'été, mangez-les crues, enveloppez-les autour de la viande grillée, comme le font 500 millions de personnes en Corée et au Japon chaque semaine. Ajoutez-les aux soupes ou séchez-les pour faire du thé d'hiver. À la fin de la saison, laissez quelques plantes fleurir. Les têtes de graines éclateront et se réensemenceront. Ce que vous aurez n'est pas une plante de jardin. Vous aurez un système alimentaire permanent qui revient chaque printemps sans rien demander. Pour l'huile, laissez les têtes de graines mûrir complètement en automne. Séchez-les complètement, puis pressez-les à froid à l'aide d'une presse manuelle. L'huile dorée se conserve jusqu'à 12 mois dans un récipient en verre foncé. Le tourteau de graines restant nourrit les poulets ou sert de compost. Rien n'est gaspillé. C'est l'approvisionnement en oméga 3 que l'industrie des compléments alimentaires a passé 50 ans à s'assurer que vous ne penseriez jamais à cultiver. Les familles nippo-américaines qui ont maintenu la périlla en vie en Californie ne l'ont pas perdue parce que la plante avait échoué. Ils l'ont perdue parce qu'ils ont été chassés de leurs terres par un décret motivé par des intérêts corporatifs qui voulaient leur ferme. Les associations d'entreprises ont obtenu la terre. L'Amérique a perdu les connaissances,
Mais ils n'ont pas pu emprisonner les graines. La plante s'est échappée sur les bords des routes et s'est répandue dans 20 États, attendant d'être reconnue. Elle est reconnue par la moitié de la population mondiale depuis 100 ans. Les connaissances ne sont pas perdues. Elles poussent dans votre allée. Elles se trouvent dans chaque paquet de graines de shiso de n'importe quelle épicerie asiatique. Elles se trouvent dans chaque communauté qui s'est accrochée à ce qui lui a été enlevé. Si cette histoire a changé votre façon de regarder les mauvaises herbes dans votre jardin, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous déterrons l'histoire et les trésors naturels que d'autres ont essayé de cacher. Aidez-nous à faire grandir cette communauté en aimant et en partageant cette vidéo. Semons ensemble les graines d'un avenir plus sain. Les prochaines archives s'ouvriront bientôt.